Bienvenue sur Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces, réflexions et expériences pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de minimalisme immatériel. Je ne parlerai pas de maison épurée ni de désencombrement, mais de la manière dont on peut appliquer les principes minimalistes pour avoir une vie plus sereine et arrêter de courir après le temps. Si vous faites partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée et si vous avez l'impression de vivre des vies de fous, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je vous explique comment on fait pour être une famille de 5, assez occupée et pas débordée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous le dis au début de chaque épisode, être minimaliste, c'est choisir son essentiel et se débarrasser du superflu. Donc, dans l'idée, pour avoir un emploi du temps minimaliste, il faudrait savoir faire la même chose. Identifier ce qui est essentiel au bon fonctionnement de la famille, à son équilibre, et enlever tout ce qui est superflu. Mais avant de continuer, je tenais quand même à préciser qu'il ne faut pas confondre essentiel et plaisir. Ce qui nous est essentiel ne nous fait pas forcément plaisir. Les réunions d'école, passer à la banque, aller faire les courses, toutes ces choses-là ne sont pas des choses qui nous font forcément plaisir, mais elles sont pourtant essentielles. Donc lorsque l'on parle d'un emploi du temps minimaliste, on ne parle pas d'un emploi du temps 100% plaisir. Et à l'inverse, il y a des choses que l'on peut adorer faire, mais qui nous coûtent beaucoup plus en temps ou en énergie qu'ils nous en rapportent. On peut donc considérer ces choses-là comme superflues. Là où les choses sont assez rigolotes en famille, c'est que l'essentiel d'une personne peut être le superflu de quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous invite à cette réflexion. Qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui est essentiel au bon fonctionnement de votre famille, à sa sérénité et à son bien-être de manière générale? L'identification de cet essentiel est donc l'étape 1 pour un emploi du temps plus allégé. Pour vous aider dans votre réflexion, je vais vous donner quelques exemples. Et ça peut vous intéresser parce que notre famille est coupée en deux lorsqu'il s'agit de certaines choses, à savoir quel est l'essentiel des uns ou le superflu des autres. Une des premières choses qui est essentielle à notre famille, c'est de passer des moments à 5. On aime beaucoup être ensemble, jouer à des jeux de société, ça fait partie de notre vie, ou alors aller à droite à gauche pour explorer la région dans laquelle on habite. On a de la chance, on a toujours habité dans des régions assez spectaculaires. Aller rendre visite à des gens, passer du temps avec les autres, oui, c'est très bien, on aime bien, mais être tous les 5, ça fait partie de notre essentiel. Donc dans notre emploi du temps, on doit trouver ces moments à 5. Une chose qui est essentielle à nos enfants, c'est aussi de passer des moments tous les 3 sans nous. La deuxième chose vraiment essentielle à notre équilibre familial, c'est le repos. Mon mari et moi avons des métiers très fatigants, alors surtout mon mari, car il est charpentier, mais moi aussi, je suis home organizer, donc je vais aider les gens à faire le tri chez eux, et physiquement, c'est assez fatigant. Mais il n'y a pas que nous deux qui avons besoin de repos, non, les enfants ne sont plus des bébés, ils ont 10, 12 et 14 ans, mais malgré cela, dès qu'ils sont un petit peu trop fatigués, les choses partent vite en cacahuète. Donc oui, le repos est essentiel au bien-être et à l'équilibre de notre famille, en tout cas à sa bonne entente. Bon, je dis que les enfants ne sont pas très agréables quand ils sont fatigués, mais j'avoue, et je dis ça parce que je sais que mon mari écoute l'épisode, c'est peut-être moi la pire lorsque je suis fatiguée. Donc le repos, essentiel à notre famille. Il faut que tout le monde recharge ses batteries. Et c'est là où il peut y avoir une petite dichotomie dans notre famille. Mon aîné et moi-même avons tendance à recharger nos batteries auprès des autres. On est plutôt extravertis. Donc le contact de personnes extérieures fait que l'on revient tout ressourcé, plein d'énergie, et on va beaucoup mieux ensuite. Les 3 autres membres de ma famille, donc mon mari et mes 2 autres garçons, sont plutôt introvertis, et eux, ils ont besoin de temps tout seuls, au calme, pour pouvoir se ressourcer. Donc là, on voit que leur essentiel n'est pas notre essentiel à moi et à mon aîné. L'important, c'est de s'en rendre compte et de le prendre en compte lorsqu'on organise notre semaine. Et enfin, la dernière chose importante pour l'équilibre familial, c'est la pratique d'un sport régulier. Pour réussir à identifier votre essentiel, je vous invite à faire ce petit exercice suivant en famille ou en tout cas en couple. Pensez à votre dernière super journée en famille. La journée où vous étiez tous sereins, où il y a peut-être eu moins de disputes que d'habitude, et quand tout le monde s'est couché, celle où tout le monde était plutôt content. Puis essayez de mettre en lumière les éléments qui ont fait que cette journée a justement été un succès. Ça va vous mettre sur la piste des choses qui participent à l'équilibre de votre famille. Une fois qu'on a identifié son essentiel, on peut donc de facto trouver tout ce qui est superflu. Alors on pourrait faire l'exercice inverse, penser à des journées ou à des week-ends où l'équilibre familial n'a pas été respecté, et qui nous ont coûté beaucoup plus en énergie qu'ils nous ont rapporté. N'oubliez pas de ne pas confondre superflu avec chose qui nous a enquiquiné. Une fois qu'on a fait ce petit exercice de savoir ce qui a apporté plus de bien-être à notre famille ou ce qui en coûtait, on peut commencer à mettre en place son emploi du temps minimaliste familial. Quand je parle de mise en place d'un emploi du temps, attention, déjà je parle au sens propre, c'est-à-dire avoir un grand calendrier dans sa cuisine ou dans son salon, où vous voulez, où on va marquer
tout ce qui concerne la famille, les sorties des uns, des autres, les déplacements professionnels. Alors vous me direz qu'on a ses agendas sur son téléphone. Le problème de l'agenda sur son téléphone, c'est que seule la personne qui a le téléphone a accès à cet agenda. Et oui, on pourrait partager cet agenda en ligne, mais comme on choisit de limiter l'accès aux écrans, eh bien on préfère un calendrier papier sur le mur. L'avantage est double, non seulement ça permet de vérifier les engagements d'autres membres de la famille avant que l'un de nous 5 ne s'engage dans quelque chose, donc ça évite cet emploi du temps familial qui explose. Et en plus, ça limite le nombre de questions de « Maman, on a quoi prévu ce week-end ?» Ils savent que c'est sur l'agenda, ils n'ont plus besoin de me demander. Oh, alléluia. Attention, sur cet agenda, on marque tout ce qui concerne la famille. Donc même si c'est quelque chose de professionnel, comme par exemple un déplacement, eh bien là, on le met sur l'agenda parce que ça affecte l'organisation familiale. Si vous voulez en faire moins et avoir un emploi du temps un petit peu plus minimaliste, déjà, il faut commencer par planifier toutes les tâches répétitives que l'on pourrait grouper pour gagner du temps. Là, je parle d'administratif, de la préparation des repas, de faire les courses et surtout le ménage. Plus ces tâches-là seront organisées et partagées en famille, plus vous gagnerez du temps pour faire des choses qui apportent vraiment de la valeur à votre vie familiale. Donc, une des étapes importantes pour un emploi du temps plus minimaliste, c'est de planifier ces tâches-là. Alors, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais de planifier ces choses-là à l'avance nous permet d'avoir un petit peu plus de spontanéité lorsque l'on a des choses de dernière minute qui arrivent. Donc vraiment, je vous le recommande. Une fois que vous avez une vision plus claire de votre temps libre, à vous de remplir ce temps libre avec les choses que vous avez identifiées comme étant essentielles au bien-être de votre famille. Là encore, je vous donne des exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. Comme je vous l'ai expliqué, le repos est assez important au bien-être de notre famille et à son bon fonctionnement. Donc on fait toujours attention que dans la semaine, on ait un espace de respiration et qu'on n'ait pas quelque chose de prévu tous les soirs. On a déjà le sport des enfants, donc si en plus on se rajoute quelque chose, on n'a plus cette opportunité de pouvoir se poser. Et le week-end, c'est la même chose. C'est notre opportunité à tous de recharger nos batteries et de passer du temps ensemble. Donc on repense à notre essentiel, de quoi on a besoin pour vraiment vivre une vie de famille épanouie et on essaye de caser ces activités-là avant tout. Donc généralement, il y a une journée où on peut se poser, c'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble, on donne l'opportunité aux enfants de passer du temps juste tous les trois. Ils peuvent aussi choisir de passer ce temps à la maison tout seul. Numéro 3 est autiste, donc il a vraiment beaucoup besoin de ce temps tout seul avec lui-même. Et la deuxième journée, on la passe à faire des choses un petit peu plus actives, explorer, comme j'ai dit, ou aller à des compétitions de judo ou autre. Et si, et ça arrive, il y a des choses de prévues et le samedi et le dimanche, on fait en sorte qu'il y ait au moins un moment dans cette journée où on puisse recharger nos batteries, qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu et le matin et l'après-midi. En ce qui concerne les extravertis de la famille, donc moi, mon aîné et d'une certaine mesure mon deuxième enfant, on arrive à s'aménager du temps avec des amis, histoire de recharger nos batteries. Les pires week-ends pour nous, ce sont les week-ends où on n'arrête pas. Je crois que c'est un petit peu le cas pour toutes les familles, mais le fait de l'avoir identifié et de se le dire nous permet de préserver ce temps de repos et ce temps en famille avant tout. Bon, j'avoue que l'autisme de numéro 3 ne nous donne pas vraiment le choix non plus. Par exemple, il est déjà arrivé que les enfants soient invités à plus d'un anniversaire dans le week-end, et à ce moment-là, on leur demandait de choisir. Ça n'est jamais arrivé que leurs deux meilleurs amis du monde entier aient l'anniversaire le même week-end, donc il n'y a jamais eu de drame. Et ce qu'on offrait comme alternative, c'était d'inviter la personne qui fêtait son anniversaire et auquel il n'allait pas assister à venir jouer la semaine d'après chez nous. Résultat, on fait ça depuis un petit moment. C'est ancré dans notre dynamique familiale qu'il faut du temps pour souffler et du temps pour nous-mêmes. Notre aîné à 14 ans arrive même à dire non à des copains lorsqu'il sent qu'il a eu un week-end un peu trop chargé. Alors oui, des fois, on doit rater des sorties ou des invitations, mais c'est un tout petit prix à payer par rapport à tout ce qu'on va devoir ensuite subir en termes de mauvaise humeur, de fatigue et justement de déséquilibre familial. Une autre manière qu'on a d'alléger notre emploi du temps hebdomadaire, ça a été dès le début de limiter le nombre d'activités extrascolaires. Parce qu'en soi, s'inscrire à un sport, c'est pas grand-chose, c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais en plus, il y a les compétitions et puis il y a le transport pour y aller. Donc au final, ça prend quand même beaucoup plus de temps, surtout quand on a 3 enfants. C'est quelque chose sur lequel on est sur la même longueur d'onde avec mon mari. Nos enfants n'ont pas besoin de savoir-faire et d'un instrument de musique, et 3 sports, et une activité artistique. Cela dit, je comprends les familles qui le font. Si vous faites ça avec vos enfants, c'est sûrement parce que cela fait partie, vous, de votre essentiel et de vos valeurs. Donc le problème n'est pas d'en faire trop ou pas assez, le problème est de faire quelque chose qui nous coûte plus qu'il nous rapporte. Là, je parle en termes de fatigue et d'énergie. De toute façon, si on parle d'argent, les enfants ne sont pas les prochains Teddy Riner, donc ça ne va pas nous rapporter grand-chose, cette histoire de judo. Donc les activités extrascolaires, on limite.
Maintenant qu'on a vu tout ça, je peux vous dire le vrai secret pour avoir un emploi du temps minimaliste. Car oui, il y en a un. C'est tout simplement de savoir dire non. Je dis tout simplement, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et c'est quelque chose que moi, j'ai dû apprendre. Là, pareil, il y a une sacrée dichotomie dans notre famille. Numéro 2, numéro 3, ainsi que mon mari arrive à dire non assez facilement. Quand il s'agit de moi ou de numéro 1, c'est un petit peu plus difficile. Numéro 1 et moi, nous sommes des personnes très curieuses et très enthousiastes. Donc dès qu'on nous propose de faire quelque chose, on a tendance à dire oui. Non seulement ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations impossibles où au final je devais me trouver à 2 endroits en même temps, mais en plus on s'épuise. Et au-delà de ça, on finit par ne pas avoir le temps pour faire des choses qui nous auraient vraiment apporté. Si c'est votre cas, il y a une astuce toute simple. On ne dit pas oui tout de suite, on attend, on dit aux gens qu'on reviendra faire eux et on prend le temps de regarder le planning familial pour voir si on peut vraiment tenir cet engagement ou si notre temps ne serait pas mieux utilisé ailleurs. Alors vous, ça vous paraît peut-être tout bête, mais pour quelqu'un comme moi, j'ai mis des années avant de maîtriser ça et de réaliser que c'était une possibilité. Je me suis aussi rendu compte que je disais souvent oui pour faire plaisir aux gens, mais le fait d'avoir identifié mon essentiel fait que je peux faire passer mes besoins avant ceux des autres sans non plus tomber dans l'égoïsme. Si mon refus n'a pas vraiment de conséquences sur l'événement en lui-même ou sur ma relation avec la personne qui m'a invité, je n'hésite pas à dire non si je n'y retrouve pas mon compte. Je vais terminer cet épisode en faisant le lien entre le minimalisme matériel et le minimalisme immatériel. Vous l'aurez compris maintenant, les deux fonctionnent sur le même système, connaître ses besoins, comprendre ce qui apporte de la valeur à nos vies et ensuite se débarrasser du reste autant que possible pour ne garder justement que cet essentiel. En fait, quand on commence à désencombrer son intérieur, on ne s'arrête plus là et on a envie de désencombrer sa vie en général. De vivre avec moins, de décider de vivre avec moins donne plus de valeur aux choses. On se pose constamment la question de savoir si telle ou telle chose apporte quelque chose dans nos vies. Et ça, c'est une habitude que l'on prend ensuite pour tout. Évaluer ce qui rentre chez nous, mais aussi ce qui rentre dans nos vies et décider s'il faut le garder ou non. En plus de cela, un intérieur allégé nous fait gagner du temps et c'est souvent du temps que l'on n'a pas pour pouvoir juste se poser et réfléchir à ce qui est important pour nous. Au-delà du gain de temps ou du gain de place, mes clients sont toujours assez étonnés des autres effets que peut avoir un désencombrement. Quand on dit que trier sa maison, c'est trier sa tête, c'est vrai. Ce n'est souvent qu'une première étape pour décider ce qui est important ou non dans nos vies. Mais la magie du minimalisme ne s'arrête pas là. Non seulement cela nous donne l'opportunité de réfléchir à notre essentiel, mais cela nous libère du temps pour justement nous y consacrer et faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que cela vous donnera une autre vision du minimalisme qui ne s'arrête pas au minimalisme matériel. Si vous avez encore quelques secondes devant vous et que le podcast vous plaît et que vous avez aimé cet épisode, merci de me mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Plus j'ai d'étoiles, plus le podcast est facile à trouver. Je vous invite également à écouter l'épisode Savoir choisir qui est en lien étroit avec celui-ci. Je vous mettrai le lien en description. J'y ajouterai également les liens de mes réseaux sociaux, mon Instagram, mais aussi l'Instagram du podcast qui existe depuis quelques semaines et qui commence à grandir doucement. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.